Tout le monde le voit, c'est bon? Ça marche? OK. Mais bonjour, je m'appelle Julie Charbonneau. Je suis pharmacienne au Douglas. J'ai quand même une quinzaine d'années de pratique. Puis cette présentation-là, à la base, c'était une demande que j'avais eue sur mon unité. Parce que tout le monde fait moi, j'appelle ça des DDU, là, c'est des tests de dépistage urinaire des drogues. Puis j'avais souvent des questions à savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Donc, je trouvais que mon titre venait de là. Parce que c'est un sujet qui peut s'avérer un peu complexe, mais je vais essayer de rendre ça le plus compréhensible possible en 15 minutes. Donc, j'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Je vais parler d'une machine, c'est juste parce que c'est plus facile à comprendre. C'est vraiment, vraiment à titre informatif. J'ai aucun intérêt financier. Donc, les objectifs, je vais juste parler très, très, très rapidement sur les benzos et les stimulants, comme peut-être une minute. Mais je vais vraiment plus m'attarder à comprendre le dépistage urinaire des drogues, les limites du test, puis faire le lien entre la consommation, les faux négatifs, les faux positifs, qu'est-ce que c'est aussi, puis comment on interprète ça, les résultats à la fin. Puis je vais vous faire part des pistes de réflexion. Donc, j'ai fait un pré-test. Donc, première question, c'est oui ou non? La cocaïne est la substance la moins à risque de faire de faux positifs. Ma deuxième, vous pouvez répondre, je pense que le test ne partira pas, là, mais c'est pas grave. C'est plutôt pour vous questionner vous-même. Donc, deuxième question, les opioïdes sont les substances les plus à risque de faux positifs. Et ma troisième question, c'est vrai ou faux? À l'exception des drogues nouvellement créées, donc ceux qui viennent juste d'être sur le marché, toutes les substances peuvent être détectées par le dépistage urinaire. Donc, maintenant, vous avez vos réponses. On va voir si vous aviez raison. Donc, les stimulants. Je veux juste vous en parler un peu parce que des fois, on ne comprend pas toutes les subtilités que ça peut avoir. On les met toutes dans un gros nuage, puis c'est toute la même chose. La méthamphétamine, donc, se métabolise en partie en amphétamine dans notre corps. Donc, quand on va faire un test de dépistage, on peut avoir la méthamphétamine positive et les amphétamines positives en même temps. Les amphétamines, pourquoi ça prend un S? Mais c'est un mélange d'isomères. Qu'est-ce que ça mange en hiver, les isomères? Pour faire ça vraiment très simple, c'est des molécules miroirs. Donc, vous avez une molécule qui s'appelle le dextroamphétamine, puis on prend un miroir, puis l'image miroir, c'est la lévoamphétamine, puis les deux ensemble, ça fait la grande famille des amphétamines. Les méthamphétamines, c'est la même chose, c'est aussi un mélange d'isomères, dextro et levo. La seule chose qui peut être intéressante à savoir, c'est que l'activité, donc où c'est le plus efficace au niveau pharmacologique, c'est le dextro. Qu'est-ce qu'on aime, nous? C'est le dextroamphétamine. Le lévoamphétamine a aussi une activité, mais il est moins le fun. On va dire ça comme ça. Des fois, juste un peu avoir ça en tête, même si on n'est pas dans le domaine pharmacologique, ça peut être intéressant pour des fois mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, quand on voit des noms de pilules, là, c'est écrit dextro, puis là, on est comme, pourquoi c'est dextro? Pourquoi c'est dex? Puis là, on est un peu perdu. Parce que les compagnies aiment ça faire compliqué. Amphétamine, c'est écrit PH, mais ça s'écrit aussi avec un F, pas d'accent, avec accent, mais c'est toute la même affaire. Donc, la dexédrine, c'est la dextroamphétamine. De l'adéral, c'est un mélange dextro-levo. Le Vivance, celui qui est vraiment spécial, c'est du lisdexamphétamine. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est pas compliqué. C'est un pro-médicament. Donc, le Vivance en lui-même, ça fait rien. Ça n'a aucune activité. Il faut que le Vivance, par le bout de globule rouge, soit converti en amphétamine, en dextroamphétamine. C'est aussi, abuser de ça, c'est vraiment plus compliqué. Parce que même si on en prend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup du Vivance, c'est les globules rouges qui dictent combien de dextroamphétamine qu'on va avoir dans le corps en fin de compte. Le bifantin, Concerta, Fauquest, Ritalin, il y en a un paquet, c'est tous du méthylphénidate, qui ressemble aux amphétamines, mais ce n'est pas des amphétamines. Je vous disais que j'allais passer vite. Les benzodiazépines, des fois, on entend parler de legal benzodiazépines, designer, research chemicals, mais ça a 3 choix. Soit c'est des molécules qui sont connues, testées, mais qui n'ont pas été approuvées comme médicaments par l'industrie pharmaceutique. Soit on prend une benzodiazépine qui est déjà commercialisée, donc qu'on connaît, puis on fait un petit dérivé à côté. Ou c'est des benzodiazépines qui sont commercialisées ailleurs dans le monde, mais qui ne sont pas au Canada, et on les importe ici pour la consommation. Donc, à cause de ça, vous allez comprendre que tout ce qui est sur la toxicité, la sécurité, puis l'effet clinique, mais sont souvent incomplets ou inconnus, ces informations-là. Il y a souvent des documents, par exemple, qui sortent dans la littérature médicale. Donc, j'ai trouvé quelques documents, je pense que je vous en ai mis un en référence, pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est et comment ça marche.
Fait que voilà, ça, la table est faite. On attaque le gros du sujet, qui est le dépistage urinaire. Donc, qu'est-ce que c'est un dépistage urinaire des drogues? Il s'agit d'un test qui est préliminaire. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça détecte la présence d'une drogue à partir d'un certain seuil, communément appelé le seuil de détection. Je vous annonce, probablement vous le savez déjà, il peut être déjoué, et s'il n'a pas été encore déjoué, il va l'être. Ça, je vous le garantis. L'interprétation des résultats, là, c'est vraiment plus compliqué qu'il nous paraît, même si ça semble super simple. On focus souvent, c'est soit négatif, soit positif. Ça, c'est facile. Négatif, ça ne consomme pas. Positif, ça consomme. Mais non, il y a aussi le faux négatif. Donc, c'est un test qui est négatif malgré la consommation. Et il y a aussi le faux positif. Donc, ça ressort positif, mais la personne n'a pas consommé ou elle n'a pas consommé ce qu'elle pensait. Donc, il y a vraiment 4 cas de figure à chaque fois qu'on fait un DDU. Et la complexité, c'est savoir naviguer à travers les résultats. Comment ça marche? OK. Je vais faire ça d'une façon super simple. Est-ce que vous voyez ma souris? Non? OK. En haut, vous avez l'urine à analyser, qui est dans les petites gouttes d'urine jaunes. À côté, vous avez des anticorps qui sont marqués à l'or pour la drogue ciblée. Et complètement à droite, vous avez la ligne de test. Donc, c'est la même drogue qu'on veut détecter, qui va être fixée sur une protéine, sur la petite bande de test. Puis complètement à droite, ou c'est en mauve, c'est des anticorps marqués à l'or. Puis c'est les anticorps, c'est la ligne de contrôle. En fait, ça va juste s'assurer que les anticorps qui sont marqués, qui vont capter la drogue, vont avoir bien migré, puis que le test va être valide. C'est la seule chose que ça fait dans la vie, la dernière ligne. Donc, en bas, complètement, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est que c'est positif. Donc, vous voyez que comme il y avait de la drogue dans l'urine, les anticorps qui ont été marqués ont été captés, puis que la drogue qui était fixée sur la protéine, ben, elle n'a rien attrapé, elle. Donc, ça sort positif. Si l'urine, il n'y en a pas de drogue, bien, quand les anticorps vont se déplacer, bien, ils vont attraper la drogue qui est fixée sur la ligne de test. Donc, ça va sortir négatif. C'est un peu contre-intuitif qu'on y pense, hein, parce que quand sur la ligne de test, il y a des anticorps, c'est négatif. Puis quand il n'y a pas d'anticorps, bien, c'est positif. Donc, c'est très simple. Et tous les immunoessais fonctionnent à peu près de la même façon. En fait, on appelle ça des immunoessais parce que ça fonctionne avec des anticorps. Mais les immunoessais n'ont pas tous le même seuil de détection. Je vous ai présenté 2 cas de figure. À gauche, c'est le NetTox Scan Reader, donc la dite machine. Vous voyez que le seuil de détection, c'est 500 nanogrammes par millilitre pour les amphétamines et 250 pour la cocaïne. Mais si on prend le laboratoire Sainte-Mary's, le seuil de détection de la cocaïne, c'est 300, et les amphétamines, ça veut dire que c'est 1000. Donc, là, vous voyez un peu venir. Fait que pour le même échantillon d'urine, vous allez le prendre par le NetTox Scan Reader, ça va sortir positif. Vous allez prendre le même échantillon d'urine, vous allez l'emmener à Sainte-Mary's, puis ça va sortir négatif. Mais les 2 cas, ils ont raison. C'est juste que c'est le seuil de détection qui change. Puis il faut avoir ça en tête, que plus que le seuil de détection est haut, moins il y a de faux positifs, mais plus qu'il y a de faux négatifs. Il faut faire une balance entre les deux pour que ce soit le plus logique. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est quoi les limites des tests de dépistage? Bien, les fabricants qui les font ne vont pas tester de façon exhaustive toutes les substances qui sont connues pour faire des faux positifs. Ça coûterait une fortune, puis il y en aurait toujours des nouveaux. Donc, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est que lorsque c'est disponible, c'est de vérifier la liste des substances qui sont testées par le fabricant pour nous aider à interpréter les résultats. Parce que des fois, on va aller voir dans la littérature médicale, puis là, ça va être écrit « Hey, cette molécule-là fait des faux positifs. » Ouais, mais moi, mon fabricant de ma machine, il l'a testé, puis elle ne fait pas de faux positifs avec ce test-là. Pas parce que c'est écrit dans la littérature que ça fait un faux positif avec telle substance que notre machine, c'est un faux positif qui explique le résultat de la machine. Ça se peut que non. Le fabricant, pour ces substances-là, il a bien fait sa job et il l'a testé. Il faut vraiment avoir ça en tête, de ne jamais prendre ça de cause à effet. Qu'est-ce qui est écrit dans la littérature médicale, ça s'applique à notre cas. J'espère que je ne parle pas trop vite. S'il reste du temps, mais vous allez avoir du temps pour des questions. Donc, voilà. Chaque ligne du test de dépistage, ça va détecter des substances qui sont ciblées. Encore ma belle machine, le NetTox. Là. Vous avez les amphétamines à gauche. Et en bas, c'est le NDA.
qui ressemblent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Même si on n'a pas beaucoup de connaissances en chimie, c'est pas mal deux molécules qui se ressemblent. Puis vous avez à droite la méthamphétamine, puis l'ecstasy. Ça aussi, ça se ressemble pas mal. Hein? Et vous me voyez venir maintenant. Donc, pour la même machine, la NDA va sortir positif avec les amphétamines, mais négatif avec la méthamphétamine. Et l'ecstasy va sortir positif sur la ligne méthamphétamine, mais pas sur la ligne amphétamine. Donc, ça nous fait un beau casse-tête. Donc, la personne nous dit, j'ai consommé l'ecstasy, mais c'est la ligne amphétamine qui sort positif. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tantôt qu'on pouvait déjouer les dépistages urinaires. Ce n'est pas un secret de Polichinelle, c'est pas mal très connu. Il y a plusieurs techniques, je vais vous en présenter quelques-unes. La première étape, c'est qu'on peut modifier le pH urinaire dans notre urine. Donc, viser un pH très acide, donc en bas de 4, ou plus basique, en haut de 9. Des fois, les gens vont dire « Hey, j'ai pris un peu d'avance, je vous ai déjà mis mon échantillon d'urine, puis il ne prend pas un pot comme celui que je vous ai montré. » Tous les autres pots, ça peut modifier le contenu parce que ça va être absorbé par les matériaux, puis ça peut déjouer les tests. Donc, si la personne a un test de dépistage urinaire, il faut absolument s'assurer que c'est le pot que je vous ai montré qui est utilisé et aucun autre. Une façon aussi de déjouer les dépistages urinaires, c'est qu'on peut diluer son urine en buvant beaucoup d'eau. Le but, ce n'est pas de cacher sa consommation, c'est de passer en dessous du seuil de détection. Donc, on a consommé, mais on va tout faire pour pas que ça apparaisse. Comme les athlètes en fait qui vont essayer de passer en dessous des seuils de détection. Comment on peut savoir que l'urine a été diluée? On peut regarder la densité de l'urine, l'osmolalité, puis la créatinine urinaire. Donc, ça se mesure dans l'urine. Malheureusement, pas tous les laboratoires le font. Donc, quand on demande un test par le laboratoire, des fois, l'urine n'est pas testée à savoir si ça a été dilué ou pas. Des fois, un exemple qu'on peut utiliser, c'est à vue d'œil. Si l'urine est pas mal claire, très, très, très peu jaune, c'est pas mal sûr que ça a été dilué. Puis, il ne faut pas boire tant que ça. Là. Boire 1,9 litres est suffisant pour avoir un test négatif à la cocaïne et cannabis, selon une étude observationnelle. 1,9 litres, c'est beaucoup, mais pas beaucoup en même temps. Puis, je n'ai pas trouvé le délai là, pour le boire. Désolée. Mais c'est surtout pour donner une ordre d'idée. Comment on peut aussi déjouer? Internet, là, c'est magique. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de conseils qui sont faits. Je me suis beaucoup amusée sur Reddit, sans le nommer, excusez-moi, pour savoir qu'est-ce que les consommateurs peuvent se proposer entre eux pour déjouer les tests. Le premier, le plus facile, mais le plus compliqué, c'est l'urine à tester qu'on remplace par de l'urine tout propre. Le défi pour déjouer comme ça, il faut bien le dissimuler, puis il faut conserver la température. Il faut que l'urine soit à peu près encore à la même température que le corps. Il ne faut pas se faire prendre. Mais il ne faut jamais sous-estimer la créativité et l'audace qu'il n'y a pas de limite. Pour vous donner un exemple, il y en a un qui avait proposé tu remplis un condom d'urine complète, tu le mets en dessous, comme ça, personne ne se voit, c'est collé après l'intérieur de la cuisse, ça reste au chaud. Puis quand il faut faire pipi, tu t'arranges pour mettre le condom en dessous du pénis pour que tout s'enligne et les gens n'y voient que du feu. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là m'a fait bien sourire parce que je trouvais que c'est quand même audacieux. On peut aussi ajouter des adultérants pour prévenir la détection, surtout le cannabis. Il y a un paquet de molécules que je vous ai montré, mais c'est ce que je vous ai présenté, c'est ceux qui sont facilement accessibles. Donc, du vinaigre, de l'eau de javel, quoique l'odeur peut nous trahir, le peroxyde d'hydrogène, du savon liquide, du sel, il y en a un paquet d'autres. Il y a un autre aussi, un qui a été proposé, c'est consommer la niacine pour déjouer le dépistage de cocaïne et de cannabis. La niacine, ce n'est pas appuyé pour cet usage-là. Il n'y a aucune dose qui n'est sécuritaire pour cet usage. Il y a des risques d'overdose, de toxicité. C'est super dangereux. C'est même pas banal, mais il s'agit de la vitamine B3. Tu peux avoir des rash, de la toxicité hépatique sévère. Puis ça risque fortement de ne pas fonctionner. Et tu peux te retrouver aux soins intensifs parce que ton foie est complètement bousillé, puis tu vas avoir été testé positif pour de la cocaïne. Donc, j'ai trouvé ça sympathique quand quelqu'un a écrit en gros sur Reddit, ne pas faire ça parce que vous allez vous retrouver aux soins intensifs. Mais quand même, c'est quelque chose qui est proposé vraiment, vraiment souvent. Pour le dépistage des amphétamines et des meth, c'est le dépistage qui est le plus à risque de faire des faux positifs. Les designers amphétamines, donc les nouveaux qui viennent toujours de sortir, pourraient ne pas être détectés.
Puis le méthylphénidate, généralement, c'est non détecté. Pour la cocaïne, c'est le dépistage qui va détecter le métabolite de la cocaïne, donc la transformation de la cocaïne dans le corps, c'est ce qui est détecté. Les réactions croisées avec d'autres substances sont super rares. Ça peut arriver, mais c'est rarissime. Fait que si quelqu'un sort positif à la cocaïne et qu'il n'a jamais consommé, on pourrait toujours le confirmer par un autre test, mais souvent, il peut avoir de la menterie parce que c'est super rare. Mais j'ai eu un cas déjà qui est arrivé. Prenez en note, par exemple, que si le dépistage est fait après une consommation immédiate de cocaïne, ça va sortir négatif. Pour quelle raison? Bien, parce que notre corps n'a pas produit assez de métabolites dans l'urine. Donc, si quelqu'un consomme juste, ça va faire son test, lui a consommé, puis vous n'allez pas le savoir. Faites attention à la consommation de thé ou de produits à base de feuilles de coca. Et les produits achetés sur Internet ou ailleurs peuvent être contaminés. Et j'ai trouvé un site canadien qui vend des coca-leaf. Et ça me fait sourire parce que dans une des questions qui est posée aussi, c'est est-ce que c'est légal? Puis la personne a répondu, it's complicated. Mais on pourrait en avoir. Faites attention quand même. Avec ça, on pourrait retrouver des produits à base de coca qui peuvent être consommés. Et pour le dépistage du cannabis, l'immunoassay va détecter le métabolite, donc la transformation du THC qui devient inactif. Là, c'est le THC COOH, donc le THC-CoO, on va dire ça comme ça. Les cannabinoïdes synthétiques pourraient ne pas être détectés. Donc, je parle toujours conditionnel, hein, parce que tout se change tout le temps. Fait qu'il faut le prendre à un grain de sel, mais il faut l'avoir en tête. Donc, tout ce qui est Spice, le K2, le WH018 et tous les autres qui sont en création. Il y a des faux positifs qui ont été rapportés avec du cannabis, avec les favirenz, l'AINS puis la riboflavine. Mais comme je vous dis, pas parce que ça a été rapporté que notre test de dépistage, lui, va se faire prendre. Ça se peut que notre test de dépistage, même si tu consommes un AINS, ça ne sortira pas positif parce que le fabricant y a pensé. Voilà la partie ici qui peut être intéressante. Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-moi en part. Je suis intéressée, puis je pense que je vais avoir le temps. Là, il me reste encore près 6 minutes. La personne est intoxiquée. Elle arrive là, puis elle file vraiment pas bien. On lui fait un test, puis ça sort négatif. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut toujours avoir en tête qu'il y a 3 hypothèses qui peuvent expliquer le résultat négatif. Le premier, la substance est détectable, mais il n'y a pas assez de seuil de détection. Fait que votre test est négatif. Deuxième option, la substance est non détectée. Même si on a consommé vraiment beaucoup, ben vous n'allez jamais le savoir. Et l'autre, la substance n'a pas été testée par le fabricant. Mais l'hypothèse 2 et 3, entre vous et moi, ça revient à peu près à la même affaire, non testée ou non détectée. Dans les exemples, pensons à la kétamine, au fentanyl, au méthylphénidate, au GHB, le LSD, la méphédrone, les sels de bain, les catatinones. Il y en a beaucoup quand on y pense, qu'eux seront probablement non testés ou non détectés. Dans un des tests que j'ai vu regarder, le petit feuillet, c'était écrit ça, mais probablement que les autres tests aussi, ça va aussi sortir non testé ou non détecté. On a l'inverse aussi. La personne est intoxiquée, puis le dépistage est positif. Alors, on dit, on l'a. Il faut faire attention aux conclusions hâtives sur la substance qui est consommée. Je vous ai donné l'exemple tantôt, mais je peux vous le répéter. Donc, le DDU est positif aux méthamphétamines, qui est négatif aux amphétamines. Il vous jure comme fer que la personne n'a jamais consommé de méthamphétamine. Puis il semble vraiment fiable. Ben, il n'a pas consommé de méthamphétamine, il a consommé de l'ecstasy ou sa substance a été contaminée avec des méthamphétamines. Donc, pour lui, il était convaincu de ne pas avoir consommé des méthamphétamines, mais c'est ça qui est sorti positif. Donc, il ne faut pas toujours faire « Ah, il a encore recommencé à consommer des méthamphétamines. » Ça se peut que ça soit involontaire. Puis vous le savez, vous travaillez dans ce milieu-là. Savoir qu'est-ce qu'on consomme, là, c'est très difficile. Donc, quelques pistes de réflexion. Il faut toujours avoir en tête, en tout cas, nous, dans mon milieu de travail, c'est un test qui est préliminaire parce que c'est un immunoessai, mais ça a souvent une très grande importance, tant clinique que légale, dans beaucoup de milieux de soins en santé mentale, dont le mien. Puis, quand on regarde la littérature, ils disent toujours qu'il faudrait confirmer les tests positifs par chromatographie gazeuse, spectrométrie de masse. Ouais, mais dans le monde réel, là, la chromatographie, spectrométrie, c'est une ressource qui est pas mal limitée. Puis,
ça serait quoi les réels bénéfices de confirmer tous les tests positifs de dépistage urinaire de routine? Comme à part occuper le laboratoire 150%, pendant 150% du temps, est-ce que ça a vraiment un effet bénéfique? C'est à se questionner. Pourquoi, en fait, on fait un dépistage urinaire? C'est quoi l'utilité clinique? Est-ce que c'est réellement savoir ce qui a été consommé ou détecter l'acte de consommer? Parce que si on veut chercher l'acte de consommer, bien, il faudrait faire vraiment des tests aléatoires pour éviter la préparation en amont. Je vous ai présenté certaines façons de déjouer les tests. Donc, si la personne le sait qu'à chaque retour de sortie, ou très, très, très souvent après les retours de sortie, elle se fait tester, elle va se préparer ou elle va tenter de se préparer pour passer à côté. Si on veut tester à chaque retour de sortie, OK, mais on va essayer de favoriser l'urine du matin. Donc, oui, on va peut-être perdre 24 heures, on va peut-être perdre une fenêtre qu'on aurait réellement détectée, mais ceux qu'on va attraper, ils vont vraiment avoir consommé. Ou si on n'est pas trop sûr, si on ne peut pas le faire ou on ne veut pas, on peut aussi tester la créatine urinaire d'une façon systématique dans les échantillons pour détecter la dilution. C'est une autre façon de contourner le problème. Puis, là, je vais vous amener sur un autre terrain. Je vais vous parler des dangers des faux négatifs. C'est quand on voit que c'est un faux négatif, la personne nous dit « Hey, c'est négatif, je suis fière de toi ». La personne sait qu'elle a consommé, mais ça peut l'encourager à consommer des substances qui sont non testées ou non détectées, ou de recacher sa consommation parce que « Hey, j'ai réussi, on ne m'a pas attrapé. Je ne vais pas le dire que j'ai consommé ». Fait est-ce que ça peut des fois diminuer un peu les groupes de réflexion ou pour essayer de la psychothérapie aussi, parce qu'ils vont cacher qu'est-ce qu'ils font réellement. Ils vont ne pas parler ouvertement de leur consommation dans le même contexte. Et surtout, ils pourraient utiliser des méthodes pour déjouer les tests qui peuvent mettre la santé physique à risque, comme la niacine. Il y en a probablement plein d'autres. Je n'ai pas fait une recherche exhaustive. Mais il faut avoir en tête que des faux négatifs, ça peut amener une autre problématique qui peut être différente que consommer la drogue. OK, c'est bon. Alors, comment l'utiliser, le dépistage urinaire? Bien, si le but est la recherche de l'acte de consommer, mais ça permettrait de documenter l'abstinence puis encourager les efforts ou de documenter une rechute, peu importe la substance. En fait, on s'en fout si ça sort positif à quelle ligne. Est-ce que ça sort positif? Oui. OK, tu as rejeté? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la substance nous importe peu. Par contre, si le but est la recherche de la substance consommée, mais ça peut être une aide au diagnostic, surtout quand il y a une intoxication aiguë, puis il y a la présence d'un toxidrome, donc des symptômes physiques d'intoxication, puis on ne sait pas trop à quoi on a affaire. On peut faire un DDU, puis ça peut aider au diagnostic, mais ce n'est pas infaillible. Puis même dans certains cas, la gazométrie, la spectrométrie de masse pourrait être utilisée dans certaines circonstances parce que c'est beaucoup plus précis, puis ça peut vraiment aider au diagnostic. Fait que voilà, ça fait le tour. Je pense que j'ai réussi en 30 minutes. Et je vous mets des références. Si vous avez des questions, commentaires, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup, Julie. C'est fascinant. Il y a eu une question dans le chat concernant la détection du GM.